Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez faire rapport, je vous prie, sur la présence des parties et personnes pertinentes pour les audiences d'aujourd'hui. La greffière. Monsieur le Président, les parties sont toutes présentes à l'exception de Yang Sari, qui est absent pour des raisons de santé. L'accusé a renoncé à entendre la déposition du témoin TCW 91. Lettre a été remise à la Chambre. Arthur Verken est absent pour des motifs personnels. Et François Gautry, avocat des parties civiles déjà crédité par le barreau, n'a pas encore été reconnu par la Chambre. Le témoin TCW 91, prévu pour aujourd'hui, est dans la salle d'attente et attend d'être invité à déposer par la Chambre. Le témoin a indiqué qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté ou par alliance avec un des trois accusés ou une des parties civiles constituées devant cette Chambre. Le témoin a prêté serment ce matin. Maître Sangruti est l'avocat de service pour le témoin. Le président. Je vous remercie. La Chambre remarque qu'un des conseils des parties civiles n'a pas encore été reconnu par la Chambre de première instance, conformément aux dispositions du règlement intérieur. La Chambre procédera à la reconnaissance de ce conseil des parties civiles. Conformément donc à la règle 22.2a du règlement intérieur, la Chambre invite Maître Pikang, co-avocat principal des parties civiles, de se lever et demander la reconnaissance de conseil des parties civiles internationales auprès de la Chambre. En effet, le conseil n'a pas encore été reconnu par la Chambre. Pikang. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, toutes les parties à la procédure et tous ceux aux alentours. Vous avez derrière moi Maître Françoise Gautry, de nationalité française. Elle travaille au sein d'Avocats sans frontières, le barreau de Corrège, de la Corrèze, et a été reconnue par l'association du barreau du Cambodge. Elle a aussi prêté serment devant la Cour d'appel du Cambodge en 2009.
Et c'est pourquoi je demande à la Chambre de première instance de reconnaître ce conseil, car elle puisse défendre l'intérêt de ses clients partie civile devant la Chambre. Je vous remercie. Le Président. Maître, veuillez vous lever. Maître, vous êtes reconnu par la Chambre en tant que conseil des parties civiles aux fins des procédures dont cette Chambre est saisie. Vous jouissez des mêmes droits et privilèges que les autres conseils des parties civiles. Veuillez vous rasseoir. La Chambre souhaite aviser les parties et le public qu'au cours des derniers jours, la Chambre avait repoussé les audiences. Il y a un report d'audience d'une durée de 5 jours. Et donc, 3 jours cette semaine et la semaine dernière. Pour les motifs que l'accusé Ieng Sary a des problèmes de santé et doit recevoir des soins à l'unité d'urgence à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Et ce, depuis vendredi dernier. Il est toujours à recevoir des soins à cet hôpital. La Chambre avait prévu d'entendre avait cité à comparaître le témoin TCW 307 comme témoin suppléant pour être entendu au cours des premières semaines du mois de septembre. Cependant, l'accusé Ieng Sary a adopté une position claire de ne pas renoncer à son droit d'entendre la déposition de ce témoin TCW 307. La Chambre n'a donc pas pu faire comparaître le témoin en question. Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition du témoin TCW 91. Ieng Sary est toujours à l'hôpital pour y recevoir des soins. La Chambre a reçu le document par lequel Ieng Sary renonce à entendre la déposition du témoin TCW 91, document remis par sa défense. Donc, le document porte la cote E11-87.1. La Chambre souhaite ajouter que le témoin TCW 91, dont la déposition duquel Ieng Sary a choisi de ne pas entendre, Ieng Sary a aussi renoncé à participer directement lors de la déposition des témoins suivants, TCW 475. Voilà donc pourquoi ce témoin pourrait être entendu la semaine prochaine à partir de mardi 25 septembre 2012. Sans la présence de Ieng Sary, s'il ne peut se présenter. Avant d'inviter le témoin TCW 91 à entrer dans le prétoire, j'aimerais savoir auprès de la défense de Ieng Sary si la défense a des précisions à apporter sur le sujet de ce témoin TCW 91, tenant compte du document signé le 18 septembre 2012. Y a-t-il changement à la position adoptée par l'accusé Ieng Sary? Maître Angodon. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, coprocureurs, confrères et tous ceux ici aux alentours.
afin d'assurer l'efficacité du bon déroulement du procès, bien qu'il reçoive des soins à l'hôpital, comme le président l'a indiqué, il renonce à participer à l'audience pour la déposition de certains témoins, notamment TCW 91. Toutefois, pour ces témoins, si la déposition diffère des procès-verbaux déjà présents au dossier ou si la déposition est à charge de mon client, la défense demande à annuler la renonciation de l'accusé. Et l'accusé demande donc à pouvoir entendre directement le témoin. Je vous remercie. Le président, je vous remercie. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 91. Le président, la parole est à la défense. Maître Pessman. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord dire que je suis heureux d'être de retour. Cela fait depuis l'été que je ne suis pas venu au prétoire. J'avais une petite demande de précision et je pourrais peut-être présenter cette demande alors que nous attendons que le témoin entre. En mon absence, j'ai vérifié sur le site web du tribunal. Plutôt, j'ai consulté le site web fréquemment, je l'ai fait la semaine dernière, et j'ai remarqué que la biographie du président de ce tribunal, Neil Nunn, a été récemment expurgée de certains renseignements. La référence aux faits dans la biographie, par exemple, différentes publications en droit criminel ont été retirées de la biographie du président, alors que ça y était jusqu'à tout récemment. C'est assez surprenant. Quand j'avais demandé à ce que la liste de ces publications me soit remise, et à plus d'une reprise, le 24 avril, le 13 juin et le 18 juin aussi, j'ai demandé, tant à l'oral que par écrit, à la juriste hors classe, qu'une liste de ces publications me soit remise. Et je n'ai jamais reçu de réponse. Et je suis d'ailleurs, ma curiosité est piquée, j'aimerais savoir pourquoi on a modifié la biographie du président de la Chambre et pourquoi nous n'avons jamais été informés des raisons pour lesquelles les références à plusieurs publications dans le domaine du droit pénal ont été retirées de sa biographie sur le site web. Cela signifie-t-il que le président Neil Nunn n'a pas publié beaucoup de publications dans le domaine du droit pénal? Ce que je commence à croire. Si tel est le cas, cela démontre une approche pour le moins créative, un certain fait, ce qui est tout à fait inconvenable pour un juge et une chambre qui doit rechercher la vérité de façon indépendante et vigoureuse. Nous cherchons donc à savoir pourquoi la biographie du président de la Chambre de première instance a été modifiée et pourquoi les références à plusieurs publications dans le domaine du droit pénal ont été retirées sans pour autant que les parties en étaient informées, du moins des motifs. Je vous remercie. Le président. Merci, maître, pour ces informations sur ma biographie. Il s'agit d'un sujet qui n'est pas très important et qui porte sur ma biographie. Laissez-moi dire
Ce n'est pas moi je n'ai pas publié beaucoup, j'ai publié certaines choses à des fins internes pour les tribunaux cambodgiens et aussi à l'école des juges. Ce sont des rapports, des résumés. Après consultation avec certains avocats, on a suggéré que l'on inclue la publication de ces documents dans ma biographie. Ce sont des articles qui portent surtout sur les aspects du droit, certains aspects du droit pénal, sur par exemple les peines, pour que l'on puisse se servir de ces articles à l'école des juges. De nombreux étudiants sont intéressés à lire, étaient intéressés plutôt par ces articles alors que j'enseignais à l'école. J'ai rédigé plusieurs articles aussi sur les règles pour l'administration des tribunaux nationaux. Ça ne veut pas dire que je suis le seul auteur de ces publications. Cela signifie que j'ai de l'expérience dans le domaine. Au niveau national. Et comme j'ai vu qu'ici, les standards sont beaucoup plus élevés en termes de rédaction juridique, notamment par exemple sur le cas des notes de bas de page, qui est une pratique internationale. Ce sont des normes internationales. Pourquoi j'ai discuté avec les juristes. Je me suis demandé si d'inclure la question des publications que j'avais rédigées dans ma biographie pouvait être controversée, car cela n'était sans doute pas comparable à d'autres publications mentionnées dans d'autres biographies. Si vous voulez les consulter, vous pouvez vous présenter à l'école des juges. J'y ai laissé des exemplaires. Alors que j'y enseignais, que je partageais les expériences, notamment donc sur les règles, sur l'octroi des peines, en vertu du droit cambodgien, pendant la période de transition. Tout comme des règles d'administration judiciaire, toujours pendant la période de transition. C'était avant l'adoption du Code de procédure pénale du Cambodge et le Code de procédure civile. Je vous dirai que vous pouvez retrouver ces articles. Je ne suis pas quelqu'un qui rédige des ouvrages et qui les vend de façon professionnelle, mais ces articles sont tout à fait disponibles. Le président poursuit. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire. Je pense que ma réponse est suffisante sur ce sujet, maître. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez poursuivre cette question conformément aux règles, enfin aux dispositions du règlement intérieur. Maître Michael Pessman. Si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, vous pouvez le faire par écrit pour répondre à ma réponse. Car il y a eu des confusions récemment sur le sujet des demandes à l'oral et à l'écrit et des décisions rendues à l'oral ou à l'écrit. Nous avons décidé ce matin que la parole serait donnée à une partie et cet après-midi, l'autre partie aura la parole. Et nous ne permettrons pas que le temps des audiences soit gaspillé sur d'autres sujets, car cela n'avait pas été prévu au calendrier.
សួស្តីលោកអធិស្ឋាន Le président. Bonjour, monsieur Tiesai. Est-ce là votre nom? Réponse. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Tiesai. Question. À part Tiesai, avez-vous d'autres noms ou surnoms? Monsieur le témoin, veuillez attendre, je vous prie de voir le voyant rouge avant de répondre. Cela signifie que votre microphone est allumé. Vous verrez une lumière rouge s'allumer sur le micro et sur la console, et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à parler, car nous utilisons 3 langues de travail dans ce tribunal. Monsieur Chiesa, quel âge avez-vous? Réponse. J'ai 59 ans. Où habitez-vous? Réponse. Je suis domicilié au village de Klang, commune de Haut-Tavao, district de Pailin, ville de Pailin. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je travaille comme agriculteur. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Il s'appelle Cao Chie. Question. Comment s'appelle votre mère? Réponse. Elle s'appelle Chie Peng. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Sao Sarun. Et combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Question. Quel est votre niveau d'instruction? Réponse. J'ai étudié la littérature dans une pagode jusqu'à la 12e année de l'ancien système d'enseignement. Et j'ai été moine pendant 1 an. Plutôt la 10e année de l'ancien système. Question. Savez-vous lire et écrire? Réponse. Oui, je sais lire et écrire. L'alphabet khmer. Question. Je vous remercie. Monsieur Chiesai, la greffière a indiqué que vous n'avez aucun lien à votre connaissance, soit de parenté ou par alliance, avec l'un quelconque des accusés ou des parties civiles constituées dans ce dossier. Les 3 accusés sont Nguyen Chea, Yang Sari et Khieu Samphan. C'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. Je n'ai aucun lien avec aucune de ces personnes. Question. La greffière a aussi indiqué que vous aviez déjà prêté serment. Est-ce exact? Réponse. Oui, j'ai prêté serment avant de venir. Le président. Je souhaite maintenant vous informer de vos droits et obligations devant cette chambre. Au fin de votre déposition, monsieur le témoin, vous pouvez refuser de répondre à toute question qui vous inviterait à donner une réponse qui tendrait à vous incriminer. C'est un droit d'une protection contre l'auto-incrimination.
Si vous considérez que votre réponse pouvait donner lieu à des poursuites à votre encontre, vous pouvez refuser de répondre à ce type de questions. Sinon, vous devez répondre aux questions que vous poseront les juges et les parties. À titre de témoin, vous devez dire la vérité que vous avez entendue, vue ou dont vous vous souvenez, ce que vous avez vu ou observé directement sur les événements lorsque les juges ou les parties vous posent des questions. Comprenez-vous? Réponse: oui, je comprends. Le président: merci. Monsieur TSI, avez-vous été entendu par les enquêteurs travaillant pour le compte du bureau des co-juges d'instruction? Où et quand et combien de fois, si vous vous en souvenez? Réponse: c'était chez moi. Je ne me souviens pas des autres détails. Mais oui, j'ai été entendu par les enquêteurs. Question: combien de fois? Réponse: ils sont venus une fois. Ils sont venus me voir 2 ou 3 fois, mais c'était des gens différents. មកចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះតើលោកបានពិនិត្យមើល Question: avant de venir déposer, avez-vous lu les procès-verbaux de vos déclarations afin de rafraîchir votre mémoire? Réponse: Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter mes excuses. J'oublie beaucoup, ma mémoire n'est pas très bonne. Le Président, avez-vous lu le procès-verbal de votre entretien? Réponse: oui. Mais ma mémoire n'est pas très bonne et je dois l'admettre ici. Le Président, selon ce dont vous vous souvenez, pouvez-vous indiquer à la Chambre, après avoir lu le compte-rendu de vos entretiens, pouvez-vous nous dire si ce compte-rendu est en accord avec les faits que vous avez relatés aux enquêteurs lors de cet entretien, puisque vous nous dites que cet entretien s'est déroulé chez vous? Réponse: oui, en effet, Monsieur le Président. Les faits relatés dans le compte-rendu sont en accord avec ce que j'ai indiqué aux co-enquêteurs à mon domicile. Le Président, je vous remercie. Pour les coprocureurs en cours de contre-interrogatoire, la Chambre accordera une période de temps à l'accusation qui pourra poser des questions aux témoins avant les autres parties à ce procès, mais soyez informés que tant l'accusation que les co-avocats principaux pour les parties civiles disposeront d'un temps égal pour poser des questions aux témoins. L'après-midi sera entièrement
réservé pour les 3 conseils de la défense qui pourront poser leurs questions aux témoins. Messieurs les coprocureurs et co-avocats principaux, j'aimerais vous demander comment vous entendez répartir le temps de parole entre vous afin que la Chambre soit adéquatement informée de la manière dont vous comptez procéder. Procureur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, eh bien, ce que nous allons faire, c'est répartir le temps de manière à permettre aux avocats des parties civiles de poser leurs questions. Il semble qu'ils n'auront besoin que d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes pour ce faire. Le Président, oui. Oui, nous aimerions que les parties civiles s'expriment également. Vous avez la parole. Monsieur Peck, Maître Peck-Hong, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Madame Bignet sera la personne qui posera les questions et elle aura besoin de 20 à 30 minutes pour ce faire. Le Président, je vous remercie, coprocureur. Vous avez la parole. Procureur Wainwright, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour Monsieur Chiesai. Je suis membre du bureau des coprocureurs. Avant de vous poser des questions, j'aimerais vous rappeler quelques points que vous venez de déclarer. Premièrement, que votre mémoire n'est actuellement pas très bonne, mais j'aimerais néanmoins vous lire un document sous ER 0020 40 84 à 85, Khmer anglais 0076 63 37 à 38 et français 00 52 43 41. Excusez-moi, en français 00 52 43 41 à 42. Dans ce document, vous indiquez que lors des entretiens précédents, vous avez dit que vous travaillez à K12, qui faisait partie du bureau de l'unité 870, et que vous avez travaillé à l'unité de réparation de véhicules entre 1975 jusqu'au moment de l'arrivée des Vietnamiens en 1979, et que votre tâche consistait à réparer les véhicules légers et les camions de transport. Et vous avez également dit que K12, il n'y avait pas 1000. Qui est ce Bamil? Vous en souvenez-vous? S'agit-il de Sankrun? Réponse. Oui, en réponse à votre question. J'ai travaillé avec lui et je ne l'ai connu que sous le nom de Tamil. Je ne connais pas son nom entier. Il dirigeait une unité de réparation automobile et c'est le seul nom par lequel je le connais. Question. Vous nous dites que Tamil a disparu en 1978. Savez-vous ce qu'il est advenu de lui après sa disparition? Réponse. Quoique j'ai vécu avec, je ne savais pas ce qu'il avait pu commettre comme faute. J'ai simplement constaté qu'il avait disparu, c'est tout. Question.
Qui était le directeur adjoint de K12 ou le sous-directeur? Réponse. Oui, cette personne, je la connaissais sous le nom de Voy. Je me souviens de son nom, mais pas très clairement. Ça fait plus de 40 ans. Question. Vous nous avez dit que K12 faisait partie de l'unité 870 sous la direction de Pang. Ou Pang. Qu'est-il advenu de Pan? Savez-vous quelque chose à ce sujet? Réponse. Pang. Je le connaissais parce qu'il a travaillé à K12 et à l'unité 870, et puis après il a disparu. Question. Peut-être pourrais-je obtenir quelques précisions. Est-ce que Pan a disparu avant la disparition de Min? Réponse. Monsieur le Président, je ne me souviens pas en ce qui concerne les disparitions. Je me souviens que ces personnes ont disparu, mais je ne sais pas qui a disparu le premier et qui a disparu plus tard. Ça fait plus de 40 ans. Question. Qui était le successeur de Pang au bureau 860, à l'unité 870, au bureau 870? Réponse. À cette époque, je ne suis pas certain, mais il y avait une personne qui répondait au nom de Lin, qui appartenait à une minorité ethnique. Question. Pouvez-vous indiquer à la Cour, si vous vous en souvenez, l'endroit où se trouvait K12? Réponse. Venant de Jangkamon, vous passez devant un hôpital chinois et K12 se situait à gauche, juste après la station-service. Et K12 disposait également d'un bureau de réparation automobile. Question. Combien de personnes étaient employées à K12? Réponse. D'après mes souvenirs, il y avait 2 groupes de personnes qui constituaient 2 sections. Ma tâche à moi consistait à faire les réparations sur les camions et conduire les personnes. Il y avait à peu près 30 personnes dans mon unité. Question. Est-ce que nous pouvons revenir un peu en arrière et poser quelques questions? En tant que cadre à K12, quelles étaient les informations qui vous ont été, quelles sont les informations qui vous ont été fournies après la disparition de Pang? Réponse. Dire vrai, je n'étais pas cadre. Ma position à cette époque était celle d'un ouvrier. J'étais une personne dont la tâche était de réparer les véhicules. Si j'avais été un cadre, j'aurais peut-être été exécuté ou disparu déjà. Question. Lorsque Mil a disparu et lorsque Pang a disparu, quelles informations vous ont été données à leur sujet et qui aurait été la personne
vous donnant ces informations? Réponse. À l'époque, personne ne pouvait venir nous parler de la disparition de quiconque. On le savait de manière informelle, par contact les uns avec les autres, tout simplement parce qu'on ne voyait plus ces personnes. Question. Pouvez-vous indiquer à la Cour si K12 existait déjà lorsque vous êtes arrivé, ou bien si vous avez fait partie de ceux qui ont fondé K12? Réponse. Le bureau de K12 existait déjà lorsque j'y suis arrivé pour travailler. Question. En ce qui concerne les autres cadres qui travaillaient à K12, d'où venaient-ils? Réponse. La majorité d'entre eux venaient de des zones nord et est. Question. J'aimerais venir à un point plus spécifique maintenant. Est-ce que K12 fournissait des services exclusivement au bureau 870? Réponse. K12 faisait partie de l'unité de réparation des véhicules du bureau 870. Je peux vous dire parce que je voyais Pang qui travaillait avec Tamil et je le voyais qui se rendait à cette unité. Question. Vous avez dit tout à l'heure que des personnes étaient employées dans cette unité. Connaissiez-vous bien ces personnes? Réponse. J'ai bien peur que non. Ils étaient à l'époque beaucoup plus jeunes que moi. C'était des jeunes gens. Et ils se rendaient dans des endroits différents et je n'ai pas très bon souvenir d'eux. Je ne me souviens que de deux d'entre eux, Min et Boy. L'un était le responsable et l'autre était son adjoint. Question. Vous nous dites que 30 personnes travaillaient dans votre unité. Ma question est la suivante. Est-ce que ces 30 personnes dans l'unité sont restées ou bien est-ce que certaines ont disparu avant 1978? Réponse. La majorité des travailleurs à l'unité de réparation automobile ont été retirés. Question. Savez-vous où on aurait peut-être pu les emmener? Réponse. Non. Mais j'ai entendu dire par d'autres que certains avaient été envoyés à l'unité de réparation ferroviaire et l'unité de transport. Question. Parmi les 30 personnes ouvriers,
Est-ce que vous déjeuniez avec eux, par exemple, ou est-ce qu'il y avait des discussions ou des réunions qui se déroulaient avec eux? Réponse. Au cours de cette période, il n'y avait pas de problème dans mon unité. Après le travail, on pouvait aller s'asseoir et bavarder. Question. Vous avez parlé de bavardage. Est-ce que vous bavardiez sur les progrès accomplis dans votre travail ou d'autres sujets? Réponse, ça dépendait. Parfois, on discutait du travail que nous faisions, comment réparer plus rapidement les voitures. Parfois, nous discutions de questions alimentaires et autres sujets. Question. J'aimerais vous poser des questions plus spécifiques concernant les 30 personnes qui travaillaient à cette unité de réparation des véhicules. Combien d'entre eux étaient des chauffeurs et combien étaient des mécaniciens? Réponse. En ce qui concerne ces 30 personnes, je ne me réfère qu'à la réparation. Mais pour le cas 12, il se peut qu'il y avait plus de personnes que cela. Mais en ce qui concerne la section de réparation des camions, il n'y avait que 30 personnes. Question. Vous nous parlez de camions et de voitures. Qui avait la responsabilité d'assurer le transport des cadres aux réunions? Quel type de véhicule était utilisé pour transporter ces personnes? Réponse. Les cadres inférieurs étaient transportés dans un véhicule normal. S'il y avait beaucoup de monde, alors ils voyageaient en autocar. Les gens n'accordaient pas d'attention au mode de transport utilisé pour les emmener quelque part. Question. Vous nous dites que les cadres ne se préoccupaient pas de savoir s'ils étaient transportés dans un petit ou dans un grand véhicule. Mais alors, vers quel type de réunion est-ce que ces véhicules les transportaient-ils? Et réponse. Un subalterne n'était pas à même de comprendre la teneur des réunions ou ce qui était discuté dans les réunions de cadre. Question. Vous nous dites que vous n'auriez pas été en mesure de savoir ce qui se déroulait dans les réunions ou être au courant des réunions. Mais est-ce que vous avez jamais transporté l'un quelconque de ceux-ci vers l'une ou l'autre réunion? Réponse. Mis à part la réparation des véhicules, il arrivait rarement qu'on me demande d'assurer le transport de certains travailleurs, pas de cadres.
Et donc, parfois, on me demandait également de transporter des déchets dont il fallait se débarrasser à la décharge. Question. Savez-vous qui faisait partie de l'unité chargée de la garde ou de la sécurité des dirigeants supérieurs? Réponse. Ces gardiens, qu'on pourrait aujourd'hui appeler des gardes du corps, je n'ai pas souvenir d'avoir lié connaissance avec l'un quelconque d'entre eux, car j'étais très concentré sur les activités de l'unité de réparation automobile et je me préoccupais plus de cela que d'avoir des informations sur des tiers. Question. Avez-vous jamais bénéficié d'une promotion? Réponse. À cette époque, je n'étais pas plus près qu'avant du rang de cadre. J'étais tout simplement un membre, une personne auquel d'autres feraient appel pour les utiliser. Donc je n'occupais aucune fonction en tant que cadre du régime. Question. J'aimerais vous poser quelques questions encore concernant le bureau 870. Dans vos entretiens, vous nous dites que le 870 avait la charge de la surveillance de tous les bureaux K et que ces bureaux étaient sous la direction des dirigeants. Document 0020 40 84 en Khmer, en anglais 0076 63 38, ER français 00 52 43 42. En ce qui concerne ce document, j'aimerais vous demander qui d'autre avait la charge du bureau 870 à part Pol Pot? Réponse. Le bureau 870 était sous la direction de certaines personnes, mais à part Pol Pot, je ne sais pas qui c'était. Ce dont je suis certain, c'est que comme Pol Pot était le dirigeant suprême, peut-être qu'il était également le chef du 870, mais je n'ai jamais obtenu d'informations précises pour soutenir cela. Président du Conseil, M. Yengsari, vous pouvez intervenir. Maître Engdahl, merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas certain du niveau auquel le témoin a été informé en ce qui concerne la réponse aux questions, les réponses à fournir aux questions, car dans son témoignage, il a utilisé des expressions telles que je ne suis pas sûr, ce n'est pas clair. Est-ce que l'on pourrait demander au témoin d'être plus précis lorsqu'il témoigne, ce qui devrait nous permettre d'éviter que les conseils de la défense fassent des objections? Le président, je vous remercie. Maître, la Chambre statuera sur ce point. Donc, monsieur le témoin, si votre témoignage n'est pas clair, la Chambre statuera sur la qualité du témoignage. Mais pour le moment et devant nous, eh bien, c'est au Conseil intervenant de poser des questions aux témoins pour s'assurer que le témoignage soit clair et franc, et seule la partie qui pose des questions aux témoins est en mesure d'obtenir et de juger de la qualité des réponses. Il est difficile pour la Chambre, pour le président en tout cas,
d'ordonner au témoin d'être plus précis qu'il ne l'est. Ceci ne figure nulle part dans les règlements de procédure. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous dites que Pang était responsable de 870. Avez-vous vu Pang souvent? Réponse. Monsieur Pang parfois se rendait sur place pour voir des dirigeants et je le voyais, mais il ne s'y rendait pas souvent, seulement de manière épisodique. Question. En quelles occasions avez-vous vu Pam? Était-ce alors que vous conduisiez ou dans quelles circonstances avez-vous souvenir de l'avoir vu? Réponse. Je ne l'ai pas rencontré au bureau 870. J'en ai entendu parler lorsque j'étais à K12. Bang est venu procéder à l'inspection de notre travail de manière occasionnelle. C'est là que je l'ai vu. Mais je ne me suis jamais rendu au bureau 870 pour le rencontrer. Question. Si les véhicules des dirigeants venaient à tomber en panne, où étaient-ils réparés? Le président. Veuillez attendre, monsieur le témoin. Conseil pour la défense, je vous en prie. La défense, merci, monsieur le président. La question posée par l'accusation est sans rapport avec la manifestation de la vérité. Et quand il y a même l'expression si, et on ne peut pas obtenir ce genre verser ce genre de réponse au dossier en tant qu'élément de preuve. Le président, monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre aux questions qui vous poussent à spéculer. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais passer à une autre série de questions. Question. Donc, qui autorisait le transport d'invités de marque par véhicule depuis l'aéroport ou vers l'aéroport? Réponse. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? Ce n'est pas très clair dans mon esprit. Le président. En effet, monsieur le témoin, c'est exactement la bonne marche à suivre. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez demander à la partie qui vous pose la question de la répéter. Si vous jugez la question peu claire et que vous ne pouvez pas bien répondre, enfin, vous devez bien comprendre la question avant d'y répondre. Et sinon, on demande... vous pouvez demander que la question vous soit répétée. Procureur, veuillez reformuler votre question pour que le témoin la comprenne. Le témoin nous a déjà rappelé qu'il était peu instruit et qu'il avait été moine pendant 1 an.
Veuillez poser donc des questions simples pour que le témoin les comprenne et puisse donner les réponses appropriées. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Laissez-moi répéter ma question. Lorsque des visiteurs étrangers venaient au Cambodge, ou quittaient le Cambodge, par avion, quel bureau K avait le pouvoir d'autoriser le transport de ces visiteurs par véhicule? Réponse. Les dignitaires qui venaient et qui quittaient le Cambodge, c'est K12 qui assurait leur transport. Mais c'était dans l'unité K, ou l'unité des voitures plutôt. Moi, j'étais à l'unité des camions. Intervention sans micro. Le président. Monsieur le procureur, veuillez attendre que... Veuillez allumer votre micro avant de prendre la parole. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais savoir quel bureau K assurait le transport des gens de K1 à K3? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Comme je vous l'ai déjà répété, je n'ai pas très bonne mémoire. J'ai été malade. Je suis beaucoup malade, en fait, souvent depuis 1979, et je ne me souviens pas très bien, et donc je ne souhaite pas répondre à votre question. Question. Vous souvenez-vous de quel bureau assurait le transport des dirigeants vers des réunions ou vers là où ils faisaient des présentations? Réponse. Je ne sais pas vraiment quoi répondre à votre question. Je ne comprends pas bien votre question, en fait. Le procureur. Je cherche à savoir quel bureau. Bon, vous avez dit que vous travailliez au bureau K12, qu'il y avait des automobiles et des autobus pour le transport des dignitaires. Et ma question était, lorsque l'on conduisait des dirigeants à des réunions ou à des endroits où ils faisaient des présentations, qui assurait le transport de ces personnes? Réponse. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne savais pas grand-chose de transport de dirigeants. Mes tâches étaient différentes. Et je ne pouvais connaître les détails des déplacements des dirigeants à tel ou tel endroit. Le procureur. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. J'aimerais donc laisser la parole à mon confrère international. Merci, monsieur le président. Le procureur international. Monsieur Chesai, j'aimerais
que l'on parle un peu de K12, vous avez dit que vous travailliez à l'unité de réparation des véhicules. Vous avez dit qu'il y avait aussi un autre service à K12. Comment s'appelait l'autre service? Réponse. Il y avait différents services à K12 qui avaient aussi une lettre K. K12, c'était l'entretien des véhicules. K4, c'était la nourriture. K6, c'était la médecine. Donc chaque bureau K avait ses propres tâches. Question. Laissez-moi vous poser la question d'une façon différente. Vous étiez responsable de l'entretien et de la réparation des véhicules. Y avait-il un autre service au sein de K12 où les véhicules, c'est-à-dire les voitures et les autobus, étaient stationnés? បាទ មន្ត្រីក៏ពីខ្ញុំដោយបញ្ជាក់ឲ្យលោក Réponse. Comme je l'ai déjà dit, au bureau K12, il y avait un service de petites voitures pour le transport des dignitaires, et eux avaient leur propre service d'entretien des véhicules. Pour ce qui est des camions, nous faisions le transport des poubelles, des équipements, des fournitures et de la nourriture aussi. Question. Aidez-moi à comprendre. K12 avait-il la responsabilité du transport d'équipements, de nourriture, d'outils, de ce type de fourniture, donc en provenance de Phnom Penh vers les provinces? Réponse. K12 avait des camions qui assuraient le transport des équipements et des fournitures vers les provinces. À l'époque, elles étaient connues sous le nom de zones. Et donc, l'on acheminait des équipements coopératifs. Je l'ai su par mes collègues. Et comme je l'ai dit, moi, je travaillais au service de la réparation. Et je n'ai fait du transport qu'à l'intérieur de Phnom Penh et autour, mais pas dans les zones. Question. Dans votre déclaration devant les cours d'instruction, vous avez dit, et vous nous l'avez déjà rappelé, que votre responsabilité était la réparation des véhicules, des automobiles, mais que vous étiez aussi chauffeur et que vous transportiez des soldats et des médecins à Phnom Penh. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. À l'époque, ma tâche principale était de réparer les véhicules, mais des fois, ils avaient besoin d'un chauffeur. Et on me demandait donc d'aller conduire des gens. Et donc, des fois, par exemple, je devais conduire des médecins pour qu'ils aillent regarder un film. Et donc, à l'occasion, j'étais chauffeur. Pour ce qui est du transport des soldats, c'était avant la libération de Phnom Penh. J'étais à l'époque toujours un chauffeur en formation. Question. Savez-vous à quoi fait référence le code S71? Réponse. Vous avez dit S1? Monsieur Hei Han Keng, quand il m'a rencontré,
m'a posé une question à ce sujet. Moi, je ne connaissais pas ce bureau. Et je ne sais pas exactement quel est ce numéro de bureau que vous me dites. Est-ce quelque chose? S21, je crois? Je n'en ai jamais entendu parler. À l'époque, du moins, je n'en avais pas entendu parler. À l'époque où je travaillais au service de manutention des véhicules. Question. À l'époque où vous travailliez à la réparation des véhicules, avez-vous jamais vu Khieu Samphan? Réponse. Je l'ai vu à l'occasion, car à l'époque, ses enfants étaient au bureau K12. Je l'ai vu, mais je n'ai pas eu de contact avec lui. Il était un haut dirigeant, enfin une personne de haut rang. Donc je l'ai vu venir et sortir, mais je n'avais pas osé lui parler. Mais je l'ai vu, oui. Question. Vous avez parlé de ses enfants. Que faisaient ces enfants à K12? Réponse. À l'époque, ces enfants étaient jeunes. C'était des enfants. Et on s'occupait d'eux là-bas. Ils étaient âgés de 2 ou 3 ans. Question. Et que faisait Khieu Samphan au bureau K12? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la défense. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. J'ai vu que le procureur répète sa question à plusieurs reprises. Le témoin a déjà répondu clairement à la première question. Le procureur. Je n'ai pas du tout répété la question, Monsieur le Président. J'ai demandé que faisait Khieu Samphan au bureau. Je n'ai pas encore posé cette question. Il s'agit d'une objection qui est non fondée. J'aimerais pouvoir poursuivre mon interrogatoire. Le président. L'objection est en effet non fondée. Le témoin doit répondre à la dernière question que lui a posée le procureur. Monsieur le témoin, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez demander au procureur de vous la répéter. La parole est à l'accusation. Veuillez, je vous prie, répéter la question. Le témoin l'a sans doute oublié. Le procureur. Que faisait Khieu Samphan au bureau K12? Réponse. Le K12 était un bureau, il venait au bureau avec son véhicule, mais je ne sais pas ce qu'il y faisait, car moi je travaillais. J'avais compris que ses enfants étaient là, et c'est donc pourquoi il y venait, pour venir les voir. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait à ce bureau à l'époque. Moi, je faisais mon travail. Et si je m'étais arrêté de travailler pour le suivre et l'observer, on m'aurait puni. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'acquitter des tâches qui m'étaient confiées. Question. Le bureau K12 avait-il la responsabilité du transport des dirigeants dans la ville? Réponse. Je pense qu'on m'a déjà posé la question. Moi, je m'occupais de la réparation des automobiles.
Et je ne sais rien du transport de dirigeants. Je m'occupais de réparer. Ce sont les chauffeurs qui pourraient vous parler du transport des dirigeants. Moi, j'étais un membre de rang plutôt inférieur au sein de l'équipe. Le procureur. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, celui de la formation politique. L'URN pertinente pour ce sujet, en anglais 00 76 63 36, en khmer 00 20 40 83 et en français 00 50 00 766 343. Vous avez dit dans votre entretien avec les couches d'instruction que vous avez participé à plusieurs reprises à des formations politiques à l'Institut technologique et aussi à Boré-Kéla. Combien de fois avez-vous en moyenne participé? Réponse, oui, c'est exact. À l'époque, il était fréquent que des gens, que les dirigeants donnent des cours et donnent de la formation subordonnée. Donc, ses oncles faisaient des cours de politique. Et comme je l'ai dit à ceux qui sont venus me poser des questions, lors des formations politiques, le thème principal était de travailler fort. Faire du bon travail, d'être efficace. Je m'en souviens bien. C'était le thème principal des formations que j'ai reçues. De travailler fort pour l'édification du pays. Et à l'occasion, donc, nous étions appelés à venir étudier ces sujets. Question. Donc, environ, combien de fois avez-vous participé à des formations politiques? Réponse. Bon, je ne m'en souviens pas. Cela fait très longtemps. Cela fait presque 40 ans. Et je n'ai pas bonne mémoire. J'ai aussi des problèmes cardiaques. Mais je peux vous dire que j'ai participé aux séances de formation politique, mais je ne me souviens pas de la fréquence à laquelle j'y ai participé. Question. Vous avez dit dans votre entretien aux couches d'instruction que c'est Ta Minh qui vous avait dit d'aller participer à ces formations. Et était-ce toujours Ta Minh qui vous y avait envoyé ou y avait-il d'autres gens? Réponse. Oui, c'est certain que la personne qui avait la supervision d'un service qui demandait au personnel d'aller y participer. Donc nous nous réunions et nous allions là-bas sans que le supérieur ait à nous y amener. C'était soit à l'Institut technologique ou à Boré-Kéla. Quand quelqu'un était affecté à y aller, on y allait par nous-mêmes car on savait déjà où c'était. Question. Vous avez dit qu'il y avait une trentaine de personnes qui travaillaient avec vous à l'unité de réparation des véhicules. Est-ce que chacune de ces personnes allait participer à la formation?
Réponse. Nous y sommes allés à tour de rôle. Par exemple, cette fois-ci, j'y allais, et l'autre fois, c'est quelqu'un d'autre qui allait à ma place. Question. Parlons maintenant des formations politiques auxquelles vous avez participé. Quelle était la formation politique la plus longue que vous ayez suivie? Réponse. Comme je vous l'ai déjà dit, cela fait très longtemps. Je ne me souviens pas du nombre de jours qu'a duré la formation. Je ne peux que vous confirmer que j'ai participé à des formations. Je ne me souviens pas de combien de temps elles ont duré. Je suis bien vieux maintenant. Et j'avais 20 ans à l'époque. Le procureur, Monsieur Chesai, pouvez-vous au moins confirmer votre déposition que certaines de ces formations avaient duré plusieurs jours? Donc, plus qu'un jour. Est-ce exact? Réponse. Les cours de formation politique duraient au moins 3 jours. Ce n'était jamais une seule journée. Mais je ne saurais vous dire si cela en a duré 6, 7 ou 10. Mais c'était au moins 3 jours. Pour ce qui est des autres formations, ça durait 1 heure ou 2. Ce n'était pas bien long. Mais les cours étaient différents des séances de formation politique. Question. J'aimerais que vous ne pensiez qu'aux formations politiques sur les questions que je vous pose. Donc au début de ces formations, y avait-il une allocution d'introduction, une présentation au début? Réponse. À l'époque, les maîtres de cérémonie, comme on les appelle aujourd'hui, même si ce n'était pas le terme que l'on employait à l'époque, mais c'est eux qui faisaient la première présentation, qui ouvrait la séance. Puis, en général, c'était les hauts dirigeants qui s'occupaient de cela. Donc, en khmer, on dirait celui qui ouvre le programme. Comme je vous dis, cela remonte à il y a presque 40 ans. Je ne me souviens pas de tous les détails. Question. Dans le procès-verbal de votre déposition devant les co-juges d'instruction, vous indiquez que les enseignants ou ceux qui avaient fait des interventions étaient Nuon Chea et Khieu Samphan. J'aimerais, je vous prie, que vous posez des questions sur Nuon Chea. J'aimerais que vous pensiez à Nuon Chea. De quoi parlait-il lors de ces cours de formation politique? Réponse. Je pense avoir déjà répondu 2 fois à des questions sur les formations politiques. Nuon Chea et Khieu Samphan ont parlé, lors des formations politiques, comme je l'ai dit, de l'économisation et l'édification, ou travailler fort. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ne nous ont pas enseigné à faire des choses mauvaises. Je me souviens bien, ils nous disaient que nous devions nous efforcer d'édifier, de construire le pays.
Et c'est ce dont je me souviens très bien d'ailleurs. Et donc, vous savez, dans mes rapports avec les gens, je m'ai toujours pensé aux aspects positifs. Cela m'a été inculqué, que je ne dois faire que de bonnes choses aux autres et de ne pas faire de mal à autrui et d'aider les gens aux besoins. Je sais que c'est une réponse un peu longue, mais c'est la vérité. Le procureur. Monsieur Chesai, est-ce votre souvenir que Nuanchea et Khieu Sampan parlaient des mêmes choses? Ou traitaient-ils chacun de sujets différents? Réponse. On peut dire qu'ils venaient de la même famille car ils parlaient des mêmes choses. Ils parlaient de ce que je viens de vous dire. Ils étaient au sein de la même équipe. On pourrait dire qu'ils étaient les membres de la même famille, le même parti. Il faisait référence donc à la situation et la formation politique qu'il donnait était la même. Le procureur, aidez-moi à comprendre. Bon, vous avez dit que les formations politiques duraient au moins 3 jours. Sur ces 3 jours, pendant combien de temps parlaient Nuanchea et Khieu Sampan? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Veuillez être plus précis dans votre question. C'est une question qui est un peu large et la difficulté à y répondre. Le procureur, c'est ma faute, monsieur le témoin, elle n'est pas la vôtre. Laissez-moi simplifier ma question. Pendant combien de temps Nuanchea parlait-il? Réponse. Monsieur Nuanchea et Monsieur Khieu Sampan parlaient tout au long des 3 ou 4 jours que durait la formation. Et ils étaient les hauts dirigeants. Et peut-être, et donc, étaient là plus longtemps que des cadres de rang inférieur, et ils étaient là pour nous enseigner à bien travailler. Le président. Merci, monsieur le témoin, monsieur le procureur. Le moment est opportun pour prendre la pause matinale. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et les débats reprendront à 11h moins 10. L'audience est levée. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ